Je me suis réveillée à 6h30 du matin, comme d'habitude. Mon habitude de me lever tôt, acquise en tant qu'infirmière, m'est restée même 7 ans après ma retraite. Dehors, par la fenêtre, le dimanche matin à Bellerive paraissait gris et maussade, typique d'un mois d'octobre. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis allée à la cuisine où j'ai allumé la bouilloire et sorti du réfrigérateur la liste de courses que j'avais écrite la veille. Octavie venait aujourd'hui avec sa famille. Le deuxième dimanche de chaque mois était une tradition que ma fille avait instaurée il y a 3 ans, après la mort d'Henri. « Maman, tu dois passer plus de temps avec ta famille », avait dit Octavie à l'époque, et j'avais accepté, même si je sentais déjà quelque chose derrière son apparente sollicitude. Après avoir fini mon thé, je me suis habillée et j'ai pris mon sac. Le supermarché Le Marché Frais était à 10 minutes à pied de ma maison sur la rue de l'Érable. Je n'aimais pas prendre le bus le week-end. Trop d'adolescents bruyants et de familles avec des poussettes. C'était plus calme à pied. Dans le magasin, j'ai méthodiquement parcouru tous les rayons. De la viande pour le rôti. Octavie ne mange pas de bœuf. Barnabé ne supporte pas le porc, donc ce sera du poulet. Des pommes de terre, des carottes, des oignons. Au rayon des produits laitiers, je me suis attardée sur les fromages. Cordélia aime les variétés fortes, et Félix n'aime que le fromage fondu. Il n'y avait pas de compromis, donc je devrais prendre les deux. À la caisse, il y avait une jeune mère avec 2 enfants devant moi. Les enfants faisaient des siennes, réclamant des bonbons, et la femme avait l'air épuisée. Je me suis souvenue de mon Octavie à cet âge. Elle savait aussi piquer une crise au moment le plus inopportun. À l'époque, il me semblait que les choses ne pouvaient pas être pires, comme je me trompais. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai immédiatement commencé à cuisiner. Le poulet devait mariner pendant au moins 2 heures, et le gratin de pommes de terre prenait beaucoup de temps à cuire à basse température. Pendant que je travaillais, je pensais à la soirée à venir et je fronçais involontairement les sourcils. Ma relation avec ma fille a commencé à se détériorer progressivement quand Octavie a eu environ 30 ans. Au début, c'était de petites piques sur la façon dont je m'habillais, ce que je lisais, qui étaient mes amis. Puis sont venus les conseils utiles. Comment mieux arranger la maison, comment dépenser ma pension, quoi faire de mon temps libre. Octavie semblait penser que j'étais incapable de prendre mes propres décisions. Après la mort d'Henri, la situation s'est aggravée. Ma fille a endossé le rôle de chef de famille et attendait clairement de moi que je hoche la tête docilement et que je suive ses instructions. Mais Hélène Lambert avait vécu 67 ans, élevé 2 enfants, travaillé 40 ans dans un hôpital, et n'avait aucune intention de se transformer en une vieille femme impuissante juste parce que cela arrangeait sa fille. Son fils Damien vivait dans une autre région et venait rarement. Sa relation avec Octavie avait toujours été tendue. Ils étaient trop différents. Il préférait rester en dehors des conflits familiaux, ce que je ne lui reprochais pas. Chacun sa vie. Après avoir mis le poulet au four, j'ai commencé à nettoyer les légumes. Le travail était apaisant et me permettait de me changer les idées. À 14 heures, Octavie a appelé. « Maman, Barnabé et moi avons décidé de ne pas apporter de vin aujourd'hui. Il a des problèmes d'estomac ces derniers temps, et de toute façon, les enfants n'en boivent pas. » « Très bien, ma chérie. Voulez-vous du thé ou du café ? » ? « Du thé, bien sûr. Tu sais bien que je ne bois pas de café après 16 heures. Ça me rend nerveuse. Et achète quelque chose pour le thé, des biscuits ou un gâteau. Félix s'est plaint hier que tu n'as toujours que des biscuits salés. » J'ai pincé les lèvres. J'achetais les biscuits salés spécialement pour Félix. Il les adorait avant. Mais les goûts des enfants changent vite, et les grands-mères doivent suivre ces changements. J'achèterai des biscuits, ai-je répondu sèchement. Et encore une chose, maman. Cordélia est au régime. Elle se prépare pour le bal de promo du lycée. Ne sois pas vexée si elle ne mange pas beaucoup. Cordélia a 16 ans, mince comme une liane, mais elle suit divers régimes depuis 3 ans. Octavie encourage cette absurdité, estimant que sa fille doit surveiller sa ligne dès son plus jeune âge. Compris. À quelle heure serez-vous là ? À 17 heures. Oh, et ne cuisine pas trop. Nous partons tôt aujourd'hui. Barnabé doit travailler demain à 6 heures du matin. J'ai raccroché et j'ai regardé le dîner à moitié préparé. Donc, ils vont s'asseoir pendant 1h30, manger à la hâte et repartir en courant. Pourquoi prendre la peine de venir ? Mais je connaissais la réponse. Octavie considérait qu'il était de son devoir de me contrôler, de vérifier que tout était en ordre et que je n'avais rien fait de mal. À 15h30, je suis retournée au magasin pour acheter des biscuits. J'en ai pris de 2 sortes différentes,
des cookies aux pépites de chocolat et des biscuits à l'avoine. Il pourrait choisir. En rentrant, j'ai mis la table dans le salon. J'ai utilisé la belle nappe que Damien m'avait offerte et la jolie vaisselle, le service de mariage qu'Octavie jugeait trop simple pour les standards modernes. J'ai sorti un pot de confiture maison et j'ai dressé la table. Le poulet était presque prêt et les pommes de terre étaient dorées. Toute la maison sentait délicieusement bon. Je me suis changée pour mettre une jolie robe, une bleu marine que ma fille trouvait vieillotte de 10 ans, mais que j'aimais bien. J'ai peigné mes cheveux grisonnants et j'ai mis un peu de rouge à lèvres. À 16h50, j'ai entendu le bruit d'une voiture s'arrêtant dans l'allée. Mon cœur s'est serré désagréablement, une sensation qui revenait à chaque fois que ma fille était sur le point d'arriver. C'était comme avant un examen ou une conversation désagréable avec mon patron. À 67 ans, j'avais peur de mon propre enfant. Absurde, mais vrai. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté ma robe et je suis allée ouvrir la porte. La soirée commençait. Octavie est sortie la première de la voiture, comme toujours, grande, mince, dans un manteau gris strict et des chaussures à talons hauts. Même un dimanche, elle avait l'air de se rendre à une réunion d'affaires. Les autres ont suivi. Barnabé en blouson usé et en jean. Cordélia dans un manteau court à la mode. Félix en sweat à capuche. Salut, maman. Octavie m'a embrassé sur la joue, laissant une légère trace de rouge à lèvres. Comment vas-tu? Tu as l'air fatigué. Tout va bien, ai-je répondu en acceptant les étreintes des autres. Barnabé m'a serré la main fermement, d'une manière virile. Cordélia m'a serré dans ses bras sans conviction, sortant déjà son téléphone de son sac. Félix s'est blotti contre moi sincèrement. Il n'avait pas encore atteint l'âge de l'indifférence adolescente. Le fauteuil de grand-père est toujours là? A demandé Octavie en regardant le salon. Maman, on t'a dit qu'il était temps de s'en débarrasser. On dirait un musée. Je n'ai rien dit. Le fauteuil d'Henri était dans le coin, et je n'allais pas m'en débarrasser juste parce que ma fille ne l'aimait pas. Parfois, je m'y asseyais le soir, pour lire ou simplement regarder par la fenêtre. Il me semblait que le fauteuil conservait encore l'odeur de l'eau de Cologne de mon mari. Asseyez-vous à table. Je vais servir le dîner, ai-je dit au lieu de répondre. La famille s'est installée dans le salon. Cordélia s'est immédiatement plongée dans son téléphone. Félix a commencé à regarder les photos de famille sur la cheminée, et Barnabé a examiné silencieusement les nouveaux rideaux. Octavie s'est assise en face de moi et a commencé à examiner la mise en place de la table. Cette vaisselle est très démodée, maman. On pourrait acheter quelque chose de plus moderne pour la nouvelle année. Je l'aime bien, ai-je répondu calmement, en disposant les assiettes avec la nourriture. Mais regarde les bords épais des tasses, et le motif est si provincial. Nous avons une vaisselle complètement différente à la maison, du Danemark. C'est très élégant. Barnabé a froncé les sourcils et a regardé sa femme avec une légère irritation. Il se sentait toujours mal à l'aise quand Octavie commençait ses leçons avec moi. Le Danemark, c'est bien, dit-il diplomatiquement. Mais c'est joli ici aussi, n'est-ce pas, Cordélia? La jeune fille a levé les yeux de l'écran et a hoché la tête distraitement, n'écoutant pas la conversation. J'ai servi le plat principal. Le poulet était juteux, les pommes de terre dorées à point, et les légumes juste comme il fallait. J'étais fière de mes talents de cuisinière, même si Octavie me proposait régulièrement des recettes d'internet, plus saines et plus modernes. Délicieux, mamie, a dit sincèrement Félix en se servant une deuxième fois. Ne mange pas trop, Félix, l'a grondé sa mère. Tu as déjà des problèmes de poids. Le garçon a fait la grimace, mais a docilement reposé sa cuillère. J'ai remarqué comment ses yeux se sont éteints et quelque chose m'a fait mal à la poitrine. Félix a 13 ans. Il grandit. Il a besoin de manger. Mais Octavie est obsédée par le fait que tout le monde autour d'elle se conforme à ses idées de ce qui est bien. Je peux en avoir encore un peu? A demandé Cordélia à la surprise de tous. Tu es au régime, lui a rappelé sa mère. J'ai couru 5 kilomètres ce matin. Je peux faire une exception une fois. J'ai silencieusement mis un peu plus de poulet dans l'assiette de la jeune fille. Cordélia me ressemblait à cet âge, grande, anguleuse, avec de longs bras minces. Seulement, le caractère de ma petite fille était plus doux, moins têtu. Une atmosphère familière de légère tension s'est installée à table. Octavie parlait de son travail, se plaignant de ses collègues et de ses patrons. Barnabé intervenait de temps en temps avec des commentaires neutres. Les enfants mangeaient en silence, jetant des coups d'œil à leur montre. Au fait, maman,
a dit Octavie quand les plats principaux ont été terminés. Je parlais à Sarah Moreau l'autre jour. Tu te souviens de Sarah? Elle travaille dans une agence immobilière maintenant. Elle dit que les maisons de notre quartier se vendent très bien. Et alors? Ai-je demandé prudemment. Je dis ça comme ça. C'est juste que la maison est trop grande pour une personne et c'est cher à entretenir. Tu devrais peut-être penser à quelque chose de plus compact. Il y a de très beaux appartements pour seniors avec un concierge et des services médicaux. J'ai posé ma tasse sur la soucoupe un peu plus fort que je n'aurais dû. Je ne déménagerai nulle part. Mais maman, sois raisonnable. Et si quelque chose t'arrivait? Nous habitons à 20 minutes. Nous ne pourrons pas toujours arriver rapidement. Il ne m'arrivera rien. Comment le sais-tu? Tout peut arriver à ton âge. Barnabé a de nouveau froncé les sourcils. Octavie, peut-être qu'on ne devrait pas parler de ça maintenant. Et quand sera le bon moment? Nous sommes des adultes. Nous devons planifier l'avenir. Je me suis levée de table. Je vais mettre la bouilloire en marche. Dans la cuisine, j'ai lentement compté jusqu'à 10 pour me calmer. C'était toujours la même chose. Octavie trouvait un moyen de sous-entendre que je ne vivais pas correctement, que je devais changer quelque chose, améliorer, optimiser. C'était comme si j'étais un mécanisme défectueux qui avait besoin d'un réglage constant. J'ai sorti les bonnes tasses, celles avec les bords épais et le motif provincial. J'ai mis des biscuits, de la confiture et un sucrier sur un plateau. La bouilloire a bouilli juste à temps. Le thé est prêt, ai-je appelé. La famille s'est de nouveau réunie autour de la table. L'ambiance s'était un peu détendue. Félix parlait de son projet d'histoire à l'école, et Cordélia se plaignait d'un contrôle de maths difficile. Octavie écoutait les enfants avec l'expression attentive d'une mère, les corrigeant de temps en temps ou leur offrant des conseils. Je versais le thé dans les tasses quand j'ai remarqué le comportement étrange de ma fille. Octavie a jeté plusieurs coups d'œil à ma tasse, puis a rapidement regardé autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un observait. Quand je me suis retournée vers la bouilloire, ma fille s'est penchée en avant et a rapidement versé quelque chose d'un petit sachet dans ma tasse. Je me suis figée, la théière à la main. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma fille avait-elle vraiment mis quelque chose dans mon thé? Pourquoi? Dans quel but? Octavie s'est adossée à sa chaise, l'air tout à fait naturel. Elle m'a souri. Maman, tu vas verser le thé ou tu vas rester plantée là? Oui, bien sûr, ai-je répondu machinalement. J'ai fini de verser le thé, pensant tout le temps à ce que j'avais vu. Peut-être que je l'avais imaginé. Mais non, le mouvement était trop précis, trop secret. Octavie avait définitivement mis quelque chose dans mon thé. Tout le monde a pris sa tasse. J'ai soulevé la mienne et j'ai reniflé. Pas d'odeur étrange. Quoi que ce fût, ça n'avait pas d'arôme. Tu ne bois pas ton thé, maman? A fait remarquer Octavie. Il y avait une note d'impatience à peine perceptible dans sa voix. Il est très chaud, ai-je répondu, toujours en train de réfléchir. J'ai regardé la famille à table. Barnabé sirotait paisiblement son thé, parlant de travail. Les enfants écoutaient d'une oreille distraite, finissant leurs biscuits. Octavie jetait de temps en temps un coup d'œil à ma tasse, et je voyais de l'attente dans ses yeux. L'attente de quoi? Que devait-il se passer? J'ai essayé de me souvenir de ce qui aurait pu être ajouté au thé. Un somnifère? Mais pourquoi? Un laxatif? À cette pensée, un frisson m'a parcouru. Ma fille avait-elle décidé de m'humilier en public? Je vais goûter ton thé, Hélène, a dit Barnabé de manière inattendue. Le mien semble un peu faible. Non, ne fais pas ça, a rapidement répondu Octavie. Maman a ajouté du sucre. Et tu n'aimes pas le thé sucré. Ce n'est pas grave. Je vais essayer, a dit Barnabé en tendant déjà la main vers ma tasse. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Sans réfléchir, j'ai pris la tasse de Barnabé et je lui ai tendu la mienne. Échangeons. Je veux aussi un thé plus fort. Maman, qu'est-ce que tu fais? A demandé Octavie sèchement. J'échange de tasse avec Barnabé. N'est-ce pas évident? Mon gendre avait déjà pris sa première gorgée de ma tasse. Délicieux ce thé. Et juste la bonne quantité de sucre. Octavie est devenue pâle. Ses yeux allaient de son mari à moi. J'ai calmement bu le thé de Barnabé, gardant les yeux sur ma fille. Nous nous sommes regardés en silence, et dans ce silence, il y avait plus de compréhension que dans des années de conversation. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre.
15 minutes de conversation tranquille se sont écoulées lorsque Barnabé s'est soudainement tué au milieu d'une phrase sur une nouvelle machine à l'usine. Il a grimacé, a posé sa main sur son ventre et s'est légèrement penché en avant. Quelque chose ne va pas, ai-je demandé, même si je savais déjà ce qui allait arriver. J'ai mal au ventre, a-t-il murmuré en essuyant la sueur de son front. C'est venu d'un coup. Octavie a été instantanément sur le qui-vive. Son visage a pris une expression de préoccupation exagérée. Mais j'ai remarqué la panique dans ses yeux. Peut-être qu'il a mangé quelque chose de mauvais. Elle a regardé la table comme si elle cherchait le coupable. Le poulet était frais, maman ? Bien sûr qu'il était frais, ai-je répondu sèchement. Je l'ai acheté hier. Barnabé a commencé à pâlir. Il a essayé de se lever mais s'est immédiatement rassis, plié en deux. Je dois. Excusez-moi, a-t-il dit en se levant, s'accrochant à la table, et s'est dirigé rapidement vers les escaliers menant à la salle de bain à l'étage. Ses pas sonnaient irréguliers et pressés. Quelques secondes plus tard, nous avons entendu la porte claquer. Qu'est-ce qui ne va pas avec papa ? A demandé Félix, anxieux. Il a dû manger quelque chose de mauvais. Cordelia a posé son téléphone, montrant pour la première fois de la soirée de l'intérêt pour ce qui se passait. Octavie se tordait les mains nerveusement. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Il n'a rien mangé d'inhabituel. J'ai silencieusement rassemblé la vaisselle sale de la table. Mes mouvements étaient calmes et mesurés, mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. Maintenant, je comprenais enfin ce qui s'était passé. Ma fille avait glissé un laxatif dans mon thé, espérant provoquer une scène humiliante. Mais c'est l'innocent Barnabé qui en a fait les frais. Des bruits distincts provenaient de l'étage. Cordelia a grimacé. Ah, dégoûtant. Cordelia. L'a grondé sa mère, mais elle n'avait pas l'air mieux. J'ai continué à débarrasser la table, en observant ma fille. Octavie se levait, s'asseyait, allait à la fenêtre, puis revenait à la table. Elle essayait de paraître une épouse inquiète, mais ça ne marchait pas. Trop d'agitation, trop de comédie. On devrait appeler un médecin ? A suggéré Félix. Non, a répondu Octavie trop rapidement. Je veux dire, voyons voir. Peut-être que ça va passer. Il y a eu d'autres bruits à l'étage, plus forts cette fois. Barnabé n'allait clairement pas bien. Maman, as-tu du charbon activé ? A demandé Octavie, et j'ai détecté une fausse note dans sa voix. Je vais regarder dans l'armoire à pharmacie. Je suis montée à l'étage. Barnabé avait l'air terrible, pâle, en sueur, s'accrochant au mur. Quand il m'a vu, il a essayé de sourire. Je suis désolée, Hélène. Quelque chose m'a pris. Ce n'est rien, mon cher. Je vais te chercher un médicament. J'ai trouvé le charbon activé dans la salle de bain et le lui ai apporté avec un verre d'eau. Barnabé a pris les comprimés avec reconnaissance, mais il était clair qu'il ne se sentait pas mieux. On devrait peut-être rentrer à la maison, a-t-il suggéré d'une voix faible. Bien sûr, descends quand tu pourras. En bas, Octavie faisait les 100 pas dans le salon. Les enfants étaient assis en silence, ne sachant pas comment réagir à ce qui se passait. Comment va-t-il ? M'a demandé ma fille. Pas bien. Il faut rentrer. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être une gastro. Je l'ai regardé attentivement. Ou autre chose. Octavie a détourné le regard. Que veux-tu dire ? Rien de particulier. Je réfléchis à voix haute. Barnabé est descendu, s'appuyant sur la rampe. Il avait l'air encore pire qu'à l'étage. Octavie lui a pris le bras avec une sollicitude exagérée. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Peut-être que tu devrais voir un médecin après tout. Je vais m'allonger à la maison. Ça devrait passer. Il parlait avec difficulté, se retenant clairement. J'avais pitié de mon beau-fils. Un homme bon, travailleur, qui aime ses enfants, soutient sa femme en tout, et il s'est fait avoir à cause de la méchanceté de quelqu'un d'autre. Préparez-vous, a dit Octavie aux enfants. On s'en va. Félix et Cordelia ont commencé à s'habiller. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte et j'ai aidé Barnabé à enfiler sa veste. Ses mains tremblaient. Merci pour le dîner, Hélène, a-t-il murmuré. Je suis désolé pour ça. Ne t'excuse pas. Remets-toi vite. Octavie s'affairait autour de la voiture, essayant d'installer confortablement son mari sur le siège avant. Les enfants étaient assis en silence à l'arrière. Je suis restée sur le pas de la porte, observant la scène. Avant de prendre le volant, ma fille est venue vers moi.
Maman, je t'appelle demain. Je prendrai des nouvelles de Barnabé. D'accord. Et peut-être que tu devrais vérifier les provisions. Quelque chose a pu tourner. Je l'ai regardé attentivement. Je vérifierai, c'est certain. Je vérifierai tout. Octavie a hésité comme si elle voulait ajouter quelque chose, mais elle a changé d'avis. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers la voiture. Je les ai regardés jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Puis j'ai fermé la porte et je suis retournée dans le salon. Les tasses étaient toujours sur la table. La mienne était vide. Celle de Barnabé aussi. Je l'ai prise et je l'ai reniflée. Il n'y avait pas d'odeur étrange, mais ça ne voulait rien dire. Je suis allée à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement. Mes mains ne tremblaient pas. Mon pouls était stable. 40 ans en tant qu'infirmière m'avaient appris à rester calme en toute situation. Mais à l'intérieur, je bouillais. Ma propre fille avait essayé de m'humilier. Elle avait glissé un laxatif dans mon thé, espérant me mettre dans l'embarras devant mes petits-enfants. Pourquoi? Pour montrer que je devenais dépendante. Pour prouver que je devais déménager dans une maison de retraite. Je me suis assise dans le fauteuil d'Henri et j'ai fermé les yeux. Je me suis souvenue de la petite Octavie, une fille intelligente avec des nattes qui voulait toujours être la meilleure. Elle était une excellente élève à l'école et l'une des meilleures de sa promotion à l'université. Elle était ambitieuse et déterminée, mais quelque part en cours de route, quelque chose s'est cassé. Peut-être que c'était de ma faute. Ai-je trop exigé? Ou au contraire, lui ai-je accordé trop peu d'attention? Henri disait toujours qu'il fallait être plus strict avec Octavie, qu'elle aimait trop commander les gens. Mais je pensais que c'était un signe de caractère, de volonté. Maintenant, je comprenais que c'était de la cruauté, un désir de contrôler, d'humilier et de remettre les gens à leur place. Et aujourd'hui, elle avait décidé de remettre sa propre mère à sa place. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. Le nom d'Octavie s'est allumé sur l'écran. Allô, maman. Comment vas-tu? Barnabé va mieux. Il s'est reposé à la maison. Il a probablement mangé quelque chose de mauvais. Je suis contente qu'il aille mieux. Écoute, as-tu vérifié les dates de péremption sur la nourriture? Peut-être que le lait était tourné ou que le poulet n'était pas très frais. J'ai fait une pause, réfléchissant à la façon de répondre. Toute la nourriture est fraîche, Octavie. J'en suis certaine. Alors je ne comprends pas ce qui a pu se passer. C'est étrange. Oui, très étrange. Il y a eu un silence au bout du fil. Octavie attendait clairement quelque chose. Une explication, une suggestion, peut-être des excuses pour la mauvaise qualité de la nourriture. Bon, d'accord, a-t-elle finalement dit. À plus tard. Au revoir. J'ai raccroché et je me suis adossée à mon fauteuil. Ma fille me testait pour voir si je connaissais la vérité. Elle essayait de savoir si j'avais deviné son manège, mais je n'allais pas lui faciliter la vie en l'accusant directement. Qu'elle souffre dans l'incertitude. Il commençait à faire nuit dehors. J'ai allumé la lampe et j'ai commencé à débarrasser les restes du dîner de la table. Le travail m'aidait à réfléchir. Le plan prenait forme, lentement mais sûrement. Octavie voulait me montrer ma place. Très bien. C'était maintenant mon tour de lui montrer la sienne. Il était déjà minuit passé et j'étais toujours allongée dans mon lit, les yeux ouverts. Le sommeil ne venait pas. Les événements de la soirée tournaient en boucle dans ma tête. Les paroles de ma fille, le visage de Barnabé quand il s'est senti mal. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Octavie alors qu'elle versait quelque chose dans ma tasse. Je me suis levée, j'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendue à la cuisine. J'ai mis la bouilloire en marche, non pas pour faire du thé, mais juste pour occuper mes mains. Les mouvements familiers étaient apaisants. Où me suis-je trompée? À quel moment ma fille intelligente et belle s'est-elle transformée en une femme capable d'une telle cruauté? J'ai essayé de me souvenir d'Octavie à différentes étapes de sa vie pour trouver le moment où tout a mal tourné. Petite fille, elle était un véritable ange. Des cheveux blonds bouclés, de grands yeux gris, des joues roses. Les voisins s'extasiaient toujours quand nous passions. Quelle beauté, disait-il. Et Octavie hochait la tête d'un air important, déjà consciente à 4 ans qu'elle était spéciale. Peut-être que le problème était là, que tout le monde autour d'elle l'admirait constamment. Henri gâtait sa fille plus qu'il n'aurait dû. Il lui achetait des jouets chers, l'emmenait dans les meilleurs magasins et l'inscrivait dans une prestigieuse école privée. Notre princesse doit avoir le meilleur de tout, disait-il. Et moi? Je n'étais pas stricte non plus.
Après de dures gardes à l'hôpital, tout ce que je voulais, c'était la paix et la tranquillité. Si Octavie était difficile, il était plus facile de céder que de faire une scène. Henri travaillait beaucoup, donc l'éducation des enfants me revenait principalement. Mais je n'avais souvent pas la force. Damien est né 3 ans plus tard. C'était un garçon calme et facile à vivre qui n'a jamais demandé d'attention particulière. C'est peut-être pour ça qu'Octavie a reçu toute l'attention. Elle savait comment l'obtenir. Elle pleurait fort, piquait des crises, puis se calmait instantanément quand elle obtenait ce qu'elle voulait. Elle était une star à l'école, d'excellentes notes, des rôles principaux dans les pièces de théâtre, des victoires au concours académique. Ses professeurs l'adoraient. Ses camarades de classe l'enviaient. J'étais fière de ma fille et je me réjouissais de ses succès. Tout semblait bien se passer. Les premiers signes avant-coureurs sont apparus au lycée. Octavie a commencé à critiquer les autres enfants, leurs vêtements, leurs manières, leur famille. Maman, pourquoi Jessica s'habille-t-elle si bizarrement? Ils n'ont pas d'argent pour des vêtements normaux? Ou, ce Michael est si stupide. Je ne comprends pas comment il a pu entrer dans notre classe. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas bien de parler des gens comme ça. Que tout le monde a des opportunités différentes. Que ce qui compte, c'est le caractère, pas l'apparence. Mais Octavie levait simplement les yeux au ciel. Maman, tu es trop gentille. Dans la vie, il faut savoir faire la différence entre les gens qui valent quelque chose et les perdants. Les perdants. Elle a commencé à utiliser ce mot de plus en plus souvent. Les perdants étaient ses camarades de classe issus de familles pauvres. Les perdants étaient les professeurs qui ne la ménageaient pas. Même son propre frère était un perdant parce qu'il préférait lire des livres plutôt que de faire du sport ou de sortir avec des filles. La situation s'est aggravée à l'université. Octavie a étudié la gestion des entreprises et s'est complètement immergée dans un monde de compétition et d'ambition. Elle parlait de ses camarades comme de rivaux qu'il fallait surpasser à tout prix. Elle parlait avec mépris de ses professeurs s'ils osaient lui faire une remarque. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Barnabé. Il étudiait une matière technique dans la même université et travaillait à temps partiel dans un atelier pour payer ses études. C'était un gars simple issu d'une famille ouvrière, honnête et travailleur. Je l'ai tout de suite apprécié. Il était poli, sincère et avait des yeux bienveillants. Mais pourquoi Octavie l'a-t-elle choisi? À l'époque, je pensais que ma fille voyait en Barnabé un vrai homme, un partenaire fiable. Maintenant, je comprends. Elle avait besoin de quelqu'un qu'elle pouvait contrôler. Barnabé était assez beau pour ne pas avoir honte de lui en public, mais pas trop ambitieux pour rivaliser avec elle. Après le mariage, Octavie a rapidement pris le contrôle de la famille. Elle a décidé où ils vivraient, comment ils dépenseraient leur argent et qui ils fréquenteraient. Barnabé acceptait docilement toutes ses décisions. À l'époque, il me semblait qu'ils se complétaient simplement. Lorsque les enfants sont nés, j'espérais que la maternité adoucirait ma fille, lui apprendrait la patience et la compréhension. Au début, ce fut le cas. Octavie s'est entièrement consacrée à Cordelia, et était une mère attentionnée. Mais à mesure que la fille grandissait, elle a commencé à lui appliquer les mêmes principes qu'à tout le monde. Cordelia devait être la meilleure en tout, à l'école, dans le sport, en apparence. Octavie l'a inscrite à une 12aine de clubs, la comparait constamment aux autres enfants et exigeait la perfection. Quand Félix est né, le même programme s'est répété avec lui. Et puis Henri est mort subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans. Nous étions tous sous le choc, mais Octavie a pris la mort de son père comme une catastrophe personnelle. Non pas parce qu'elle était en deuil, bien qu'elle le fût, bien sûr, mais principalement parce qu'elle avait perdu sa principale source d'admiration et de soutien. Après les funérailles, elle a commencé à venir me voir plus souvent. Au début, je pensais que ma fille s'inquiétait de mon état et voulait me soutenir dans une période difficile. Mais j'ai vite réalisé qu'Octavie s'était simplement tournée vers un nouvel objet de contrôle. Maintenant que son père était parti, elle avait décidé de prendre le contrôle de ma vie. Ça a commencé par de petites choses. Maman, cette coiffure te vieillit. Maman, pourquoi achètes-tu de la nourriture si bon marché? Maman, ce médecin est incompétent. Je vais t'en trouver un meilleur. Chaque visite se transformait en une leçon sur la façon dont je devais vivre ma vie. J'ai essayé de résister, expliquant que j'étais capable de prendre mes propres décisions, mais qu'Octavie n'écoutait pas. Elle était convaincue qu'elle savait mieux que quiconque ce qui était bon pour tout le monde, et si quelqu'un n'était pas d'accord avec elle, cela signifiait qu'il n'était pas assez intelligent pour comprendre qu'elle avait raison. La bouilloire a sifflé,
interrompant mes pensées. J'ai préparé une tisane légère et je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine. C'était calme dehors, seule une voiture passait de temps en temps, ses phares éclairant les maisons endormies. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas juste une autre tentative de contrôle. C'était une humiliation ouverte. Octavie voulait montrer aux enfants que leur grand-mère était une vieille femme fragile qui ne pouvait même pas contrôler son propre corps. Elle voulait prouver que je devais déménager dans une maison de retraite où l'on s'occuperait correctement de moi. Mais son plan a échoué. Au lieu de cela, Barnabé, un homme qui n'avait jamais fait de mal à personne, a souffert. Octavie a piégé son propre mari, le père de ses enfants. Et même après cela, elle a essayé de me rejeter la faute, en faisant allusion à de la nourriture de mauvaise qualité. J'ai fini ma tisane et je suis montée. La chambre était calme et sombre. Je me suis couchée, mais le sommeil ne venait toujours pas. Un plan se formait dans ma tête. Si ma fille voulait jouer à des jeux d'humiliation, elle allait en avoir, mais c'est moi qui fixerais les règles. J'avais quelque chose auquel Octavie ne s'attendait pas. Des documents signés il y a 3 ans, lorsque la jeune famille a acheté la maison. À l'époque, ils n'avaient pas assez d'argent pour l'apport personnel, alors j'ai accepté de me porter caution pour le prêt immobilier. De plus, j'ai contribué avec une somme importante provenant des économies d'Henri. C'est un investissement dans l'avenir de nos petits-enfants, avait dit Octavie à l'époque. Nous te rembourserons tout. Mais bien sûr, personne ne s'est pressé de rembourser. Au lieu de cela, ma fille a eu l'opportunité de vivre dans un beau quartier, dans une belle maison qu'il n'aurait pas pu acheter sans mon aide. Octavie était habituée à ne recevoir de moi que de l'aide et du soutien. Elle a oublié qu'il y a 2 côtés à chaque médaille, qu'une garantie peut être révoquée, que les dettes peuvent être exigées. Je savais que cela ferait du mal à la famille. Ils devraient trouver un nouveau logement, peut-être moins confortable. Les enfants seraient bouleversés. Barnabé se sentirait coupable, même s'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Mais Octavie devait comprendre qu'elle ne pouvait pas jouer à de tels jeux avec moi. Je ne suis pas une vieille femme impuissante que l'on peut humilier et contrôler. Je suis une mère qui mérite le respect. Et si ma fille l'a oublié, il est temps de le lui rappeler. L'aube se levait dehors. J'ai enfin senti que je pouvais dormir. Le plan était prêt. Au matin, je me suis réveillée avec les idées claires. Je n'avais dormi que quelques heures, mais je me sentais étonnamment alerte. Le plan qui avait mûri pendant la nuit me semblait juste et raisonnable. Maintenant, je devais régler les détails. Après le petit déjeuner, je suis allée dans le bureau d'Henri. Il avait toujours été très méticuleux dans le rangement de ses papiers. Chaque document était à sa place. Tous les dossiers étaient étiquetés et triés par année. Après sa mort, je n'avais rien changé, sauf pour déplacer les documents les plus importants dans le coffre-fort. Le dossier dont j'avais besoin s'appelait « Prêt immobilier Octavie ». À l'intérieur se trouvaient tous les documents liés à l'achat de la maison de ma fille. Je les ai étalés sur le bureau et je les ai étudiés attentivement. L'acte de cautionnement était daté du 22 mars 2022. À cette époque, Octavie et Barnabé avaient trouvé la maison de leurs rêves dans un joli quartier de Bellerive. Mais la banque exigeait un apport personnel de 100 000 €. La jeune famille n'avait pas cette somme. Je me souvenais bien de cette conversation. Ma fille était rentrée bouleversée, presque en larmes. « Maman, nous avons trouvé la maison parfaite pour les enfants. Il y a une bonne école à proximité. C'est un quartier sûr, et il y a un grand jardin, mais nous n'avons pas assez d'argent pour l'apport. » Henri a immédiatement proposé de l'aide. « On ne peut pas laisser les enfants sans toi, » a-t-il dit. J'étais plus prudente. C'était beaucoup d'argent, presque la moitié de nos économies. Mais mon mari m'a convaincue. « Hélène, ce sont nos petits-enfants. Nous devons leur offrir un bon avenir. » Finalement, nous nous sommes non seulement portés garants pour le prêt, mais nous avons aussi contribué à hauteur de 75 000 € de notre propre argent. Octavie a promis de nous rembourser par versement de 5 000 € par an. En 3 ans, nous n'avons récupéré que 10 000 €. Notre fille trouvait constamment des raisons pour retarder les paiements. J'ai relu les termes de l'acte de cautionnement. La banque avait le droit d'exiger le remboursement intégral de la dette du garant en cas de manquement aux obligations de l'emprunteur. Mais le garant pouvait aussi retirer sa garantie à condition de donner un préavis de 30 jours à la banque. Un point intéressant. Je pouvais donc me retirer de l'accord à tout moment et la banque déciderait alors de la poursuite du prêt uniquement avec Octavie et Barnabé. Et compte tenu de leurs revenus, surtout après que ma fille soit passée à temps partiel,
il était peu probable que la banque les considère comme solvables sans garantie supplémentaire. J'ai sorti ma calculatrice et j'ai calculé le solde restant dû. 230 000 €, une somme substantielle. La mensualité était d'environ 2 000 €, ce qui représentait une charge importante pour une famille avec le revenu de Barnabé. Le dossier contenait également des documents concernant le remboursement de mes fonds. Octavie a signé une reconnaissance de dette pour 75 000 € avec un engagement de la rembourser dans les 15 ans. En fait, c'était un prêt sans intérêt. Je n'ai pas exigé d'intérêt, décidant d'aider les enfants. Le téléphone a sonné, interrompant mes calculs. Le nom de ma fille est apparu sur l'écran. Salut, maman. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Tout va bien. Barnabé va mieux et est parti travailler. Il a dû manger quelque chose de mauvais. Je n'ai rien dit, continuant à étudier les documents. Maman, tu m'entends? Je t'entends. Je suis contente que Barnabé aille mieux. Tu n'as pas été malade hier? Je me disais que tu t'étais peut-être senti mal après le dîner. Question intéressante. Octavie vérifiait si ce qu'elle avait mis dans mon thé avait fonctionné, donc elle n'était toujours pas sûre que je connaissais la vérité. Non, je vais très bien. Aurais-je dû être malade? Non, bien sûr que non. Je m'inquiète juste. À ton âge, tout trouble digestif peut être dangereux. À mon âge, ai-je répété. Intéressante façon de le dire. Maman, je ne le pensais pas comme ça. Je m'inquiète juste pour toi. Je vois. Il y a eu une pause gênante. Octavie attendait clairement une réponse plus chaleureuse de ma part, mais je n'allais pas l'aménager. Écoute, quand est-ce que tu passes en ville? Tu pourrais peut-être t'arrêter. Tu manques aux enfants. Je ne sais pas encore. J'ai beaucoup à faire. Que as-tu à faire? Tu es à la retraite. Et voilà. Le dédain familier, comme si les retraités n'avaient pas le droit à leurs propres projets et intérêts. J'ai des choses à faire, ai-je répondu sèchement. D'accord. D'accord. Je voulais juste proposer mon aide. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je le ferai. Après que ma fille a raccroché, je suis restée assise avec le téléphone à la main pendant un moment. Octavie était nerveuse. C'était évident. Elle essayait de savoir si je soupçonnais quelque chose tout en maintenant l'apparence d'une fille attentionnée. Mais une autre question me préoccupait davantage. Jusqu'où étais-je prête à aller dans ma vengeance? Retirer ma caution compliquerait sérieusement la vie de la famille. Ils pourraient devoir vendre leur maison et déménager dans un quartier moins prestigieux. Les enfants devraient changer d'école et perdre leurs amis. D'un autre côté, Octavie n'avait pas pensé aux conséquences lorsqu'elle a planifié mon humiliation. Elle était prête à me déshonorer devant ses petits-enfants pour prouver qu'elle avait raison. Pourquoi devrais-je être plus clémente avec elle qu'elle ne l'a été avec moi? Je me suis levée et j'ai fait les 100 pas dans le bureau. Sur les étagères se trouvaient des photos de toute la famille, des photos de mariage, des anniversaires d'enfants, des vacances en famille. Sur l'une des photos, Octavie avait environ 6 ans, assise sur mes genoux et riant. À l'époque, elle n'était qu'une petite fille qui croyait que sa mère pouvait résoudre n'importe quel problème. Où était cette fille? Quand s'est-elle transformée en une femme capable de trahison? Peut-être que le problème venait de moi. Je lui ai trop laissé passer de choses, j'ai trop peu exigé. Ou peut-être que j'étais trop stricte et que je ne lui ai pas laissé sentir mon amour inconditionnel. Mais maintenant, il était trop tard pour chercher des raisons. L'important était de décider quoi faire ensuite. Je suis retournée au document. À côté de l'acte de cautionnement se trouvait une copie de l'expertise de la maison. 350 000 €. C'était sa valeur il y a 3 ans. Maintenant, avec la hausse des prix de l'immobilier, elle vaudrait encore plus. Si la banque exigeait le remboursement anticipé du prêt, Octavie et Barnabé devraient vendre la maison. Après avoir remboursé la banque, il leur resterait environ 120 000 €, assez pour acheter une maison plus modeste, mais loin du quartier où ils vivaient actuellement. Et mes 75 000 €? Selon la loi, j'avais le droit d'exiger leur remboursement à tout moment. Ma fille n'avait certainement pas cette somme. Tout allait dans le maintien de son style de vie et ses achats coûteux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allée sur le site de la banque. J'ai trouvé la section pour les garants et j'ai étudié la procédure de retrait de caution. C'était assez simple. Je devais soumettre une déclaration écrite et attendre son examen. La banque avait le droit soit d'accepter le retrait, soit d'exiger le remboursement anticipé du prêt. Compte tenu de la situation financière de l'emprunteur, la deuxième option était plus probable.
Octavie et Barnabé n'avaient tout simplement pas des revenus suffisants pour obtenir un prêt sans garantie supplémentaire. J'ai imprimé le formulaire de demande et je l'ai étudié attentivement. Il n'était pas nécessaire de préciser la raison du retrait de la garantie. Il suffisait de déclarer mon désir de mettre fin à l'obligation. La loi protégeait les droits des garants, leur permettant de se retirer de l'accord si les circonstances changeaient. Et les circonstances avaient en effet changé. Il y a 3 ans, j'aidais une fille aimante qui voulait le meilleur pour ses enfants. Maintenant, je réalisais que j'avais aidé une femme qui me considérait comme un fardeau et était prête à m'humilier pour atteindre ses objectifs. Le téléphone fixe a sonné. Le numéro était inconnu. Hélène Lambert. Oui. C'est le docteur Allègre du cabinet. Je vous appelle au sujet de votre visite de contrôle prévue mercredi. Nous devons la reporter à vendredi. Serait-ce possible? Bien sûr. Parfait. Et n'oubliez pas d'apporter les résultats des analyses que vous avez faites le mois dernier. Après avoir parlé au médecin, je me suis mise à réfléchir. Une visite de contrôle. Octavie s'était toujours intéressée aux résultats de mes examens médicaux. À ton âge, tu dois surveiller ta santé de près, disait-elle. Et je lui racontais docilement toutes mes visites chez le médecin, mes résultats d'analyse et les recommandations des spécialistes. Maintenant, je comprenais que ma fille ne recueillait pas d'informations par souci pour ma santé. Elle attendait que je développe des problèmes graves qu'elle pourrait utiliser comme prétexte pour me faire déménager dans une maison de retraite. Maman ne peut plus vivre seule, dirait-elle aux parents et aux connaissances. Elle a des problèmes de mémoire, cœur, tension. Mais pour l'instant, ma santé était bonne. Ma tension était normale. Mon cœur fonctionnait bien et ma mémoire était claire. La dernière fois que j'ai vu le médecin, il a même dit que je paraissais plus jeune que mon âge. J'ai de nouveau regardé le formulaire de retrait de caution. La décision était pratiquement prise. Il ne restait plus qu'à décider du moment. Quand serait le meilleur moment pour soumettre les documents? Aujourd'hui, c'était lundi. Si je déposais la demande demain, la banque l'examinerait dans la semaine. Lundi prochain, Octavie recevrait une notification l'informant que son garant retirait son engagement, et alors le bal commencerait. J'ai soigneusement remis tous les documents dans le dossier. La décision était prise. Mardi matin, je me suis réveillée tôt et j'ai su immédiatement que c'était le jour J. Il n'y avait ni doute ni hésitation. La décision avait été prise pendant la nuit et devait maintenant être exécutée. Après le petit déjeuner, je me suis préparée avec soin. J'ai mis un tailleur bleu marine strict que j'avais acheté pour les funérailles d'Henri, mais qui était parfait pour les réunions d'affaires sérieuses. Je me suis coiffée avec soin et je me suis maquillée. La femme qui me regardait dans le miroir savait exactement ce qu'elle voulait. J'ai mis les documents dans la pochette en cuir qu'Henri utilisait pour les papiers importants. Mon passeport, mon relevé de revenus, une copie de l'acte de cautionnement et le formulaire de retrait rempli. Tout était prêt. La banque, le Crédit de Bellerive, était située dans le centre-ville, dans un bel immeuble en briques rouges. J'ai pris le bus pour m'y rendre, bien que j'aurais pu appeler un taxi. Mais je voulais avoir le temps de réfléchir, une dernière chance de changer d'avis. En chemin, j'ai relu la déclaration plusieurs fois, vérifiant chaque ligne. Je sous-signais, demande par la présente la révocation de ma garantie de prêt immobilier pour le prêt numéro. Les phrases sèches et officielles dissimulaient le drame familial qui se jouait depuis plusieurs jours. La banque était calme et fraîche. Des meubles moelleux, un éclairage tamisé et une musique classique douce créaient une atmosphère de fiabilité et de respectabilité. Une jeune femme au sourire professionnel était assise derrière le bureau d'information. Bienvenue au Crédit de Bellerive. Comment puis-je vous aider? Je dois parler à un conseiller en prêt immobilier. J'ai une question concernant une garantie. Bien sûr. Veuillez voir Jacques Blanchard, le directeur. Bureau numéro 5. Jacques Blanchard était un homme d'âge mûr à l'apparence agréable. Il avait les tempes grisonnantes, des yeux bruns bienveillants derrière des lunettes et des manières douces. Il s'est levé de son bureau quand je suis entrée et m'a tendu la main galamment. Hélène Lambert, je présume. Enchanté de vous rencontrer. Veuillez vous asseoir. Un café? Un thé? Non, merci. Je me suis assise dans un fauteuil moelleux en face de son bureau et j'ai sorti un dossier avec des documents. Alors, vous avez une question sur une garantie? Monsieur Blanchard a ouvert son ordinateur et s'est préparé à taper. Je veux retirer ma garantie pour le prêt de ma fille. Les doigts du directeur se sont figés au-dessus du clavier. Il m'a regardé attentivement, comme pour essayer de comprendre s'il avait bien entendu.
Retirer la garantie? Puis-je avoir le numéro du prêt? J'ai dicté le numéro et Monsieur Blanchard a rapidement trouvé les informations nécessaires dans le système. Oui, je vois. Le prêt a été émis en mars 2022 pour 325 000 euros. Les garants sont vous et votre défunt mari. Le solde restant est de 228 000 euros. C'est exact. Madame Lambert, puis-je vous demander pourquoi vous avez pris cette décision? Le fait est que le retrait de votre garantie pourrait créer de sérieux problèmes pour l'emprunteur. J'ai gardé le silence, réfléchissant à ma réponse. Je ne voulais pas raconter mes problèmes familiaux au banquier. Les circonstances ont changé, ai-je finalement dit. Je comprends, mais vous devez comprendre les conséquences. Sans votre garantie, les revenus de l'emprunteur pourraient ne pas être suffisants pour poursuivre le prêt. La banque sera forcée de revoir les conditions ou d'exiger un remboursement anticipé. Je comprends. Monsieur Blanchard a enlevé ses lunettes et les a essuyées, jouant clairement la montre. Il était évident qu'il ne savait pas comment gérer la situation. Madame Lambert, avez-vous discuté de cette décision avec votre fille? Peut-être devriez-vous d'abord en parler à votre famille. Non, je ne l'ai pas fait, et je n'ai pas l'intention de le faire. Mais cela pourrait leur faire perdre leur maison. Vos petits-enfants pourraient ne plus avoir d'endroit où vivre. La mention de mes petits-enfants m'a fait mal, mais je ne l'ai pas montré. Monsieur Blanchard essayait de jouer sur mes émotions, mais j'y étais préparé. Mes petits-enfants ne se retrouveront pas sans toi. Leurs parents trouveront une solution. Mais pourquoi leur créer des difficultés supplémentaires? Le prêt a été remboursé sans aucun problème toutes ces années. J'ai le droit de retirer ma garantie selon les termes du contrat, ai-je dit fermement. Le directeur a soupiré et a remis ses lunettes. Oui, bien sûr, vous avez ce droit. Nous essayons simplement toujours de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Il a fait une pause, regardant les documents sur son écran. Dites-moi, et si nous proposions de modifier les termes de la garantie? Par exemple, réduire votre responsabilité à un certain montant. Non, je veux me retirer complètement de l'accord. Et un report? Nous pouvons enregistrer votre intention, mais donner à la famille le temps de trouver un autre garant ou d'augmenter ses revenus. J'ai secoué la tête. Je dois déposer la demande aujourd'hui. Monsieur Blanchard a réalisé qu'il ne pourrait pas me faire changer d'avis. Il a ouvert un tiroir de son bureau et a sorti un formulaire de demande. Très bien, faisons les papiers. Avez-vous apporté votre demande? Je lui ai tendu le formulaire rempli. Le directeur l'a étudié attentivement, vérifiant les informations avec l'ordinateur. Tout est correct. Maintenant, je vais devoir faire des copies de vos documents. Pendant qu'il copiait mon passeport et mon relevé de revenus, j'ai regardé autour du bureau. Des diplômes et des certificats étaient accrochés au mur, et des photos de la famille de Monsieur Blanchard, sa femme, ses 2 enfants et son chien étaient posés sur le bureau. Il semblait être un père de famille ordinaire qui faisait simplement son travail. Madame Lambert, Monsieur Blanchard a posé les documents et m'a regardé sérieusement. Je suis obligé de vous avertir de toutes les conséquences possibles. Après que vous aurez soumis la demande, la banque aura 30 jours pour l'examiner. Nous informerons les emprunteurs de votre décision. Ils recevront une lettre dans la semaine. Je vois. Si la banque décide de réclamer le prêt par anticipation, les emprunteurs auront 30 jours pour trouver les fonds. S'ils ne sont pas en mesure de rembourser la dette, la maison sera mise aux enchères. Ces mots m'ont particulièrement frappé. Une maison aux enchères signifiait que la famille perdrait non seulement son logement, mais aussi l'argent qu'elle y avait investi. Et s'il trouve un autre garant? Ai-je demandé. Alors le prêt se poursuivra dans les mêmes conditions. Mais trouver un garant avec des revenus et des actifs suffisants n'est pas facile. Octavie a un frère, mais Damien vit dans une autre région et il est peu probable qu'il accepte de prendre un tel engagement. Les parents de Barnabé sont à la retraite et ont des revenus modestes. Ils n'ont pas d'autres parents avec des ressources financières suffisantes. Il y a une autre option, a poursuivi Monsieur Blanchard. Les emprunteurs pourraient essayer de refinancer le prêt auprès d'une autre banque, mais sans garant et avec leurs revenus, ce serait difficile. J'ai hoché la tête pour montrer que je comprenais tous les risques. Alors, veuillez signer ici, ici et ici. J'ai signé à 3 endroits, en écrivant clairement chaque lettre. À chaque signature, le caractère définitif de la décision se renforçait. Excellent. Votre demande a été acceptée pour examen. Dans les 7 jours ouvrables, vous recevrez une notification écrite de la décision de la banque.
Une copie de cette notification sera envoyée aux emprunteurs. Monsieur Blanchard s'est levé et m'a tendu la main. Merci d'être venu dans notre banque. J'espère que la situation se résoudra de la meilleure façon possible pour toutes les parties. En quittant la banque, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Les documents avaient été soumis. La décision était prise. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre et de voir comment les choses se dérouleraient. Le soleil brillait et les rues étaient animées. Les gens se pressaient, ignorant que je venais de changer la vie de ma famille. La pensée était à la fois effrayante et libératrice. J'ai pris le bus pour rentrer, perdu dans mes pensées. Dans une semaine, Octavie recevrait une lettre de la banque. Comment réagirait-elle? Essaierait-elle de me contacter pour savoir pourquoi? Ou commencerait-elle immédiatement à chercher une issue? À la maison, j'ai préparé du thé et je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. Le dossier avec les documents était sur la table à côté de moi. Maintenant, il manquait une déclaration importante, celle-là même qui avait déclenché une chaîne d'événements qu'il était désormais impossible d'arrêter. Je ne ressentais aucun remords, seulement de la fatigue et un étrange sentiment d'accomplissement. Pendant de nombreuses années, j'avais joué le rôle de la mère obéissante qui aide et soutient sans rien demander en retour. Maintenant, ce rôle était terminé. La lettre de la banque est arrivée le lundi de la semaine suivante. Je le sais car à 10 heures du matin, le téléphone a sonné et tout ce que j'entendais à l'autre bout du fil était la respiration lourde et colérique d'Octavie. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle finalement réussi à dire? Bonjour, ma chérie. De quoi parles-tu? Ne fais pas l'innocente. Nous venons de recevoir une lettre de la banque. As-tu retiré ta garantie? J'ai posé ma